Bienvenue dans ce nouveau cours du programme CCNA FAST, dans lequel on va parler d'architecture réseau. Une bonne architecture réseau peut survivre à la rupture d'un ou plusieurs liens. Si votre réseau ne peut pas se permettre de perdre un lien, un switch ou un routeur, alors c'est qu'il a été mal conçu. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est important de bien structurer son réseau. Cette série de vidéos fait partie du programme CCNA FAST qui est mis à disposition gratuitement sur la chaîne YouTube en partenariat avec l'organisme de formation Formip. Vous pouvez d'ailleurs accéder au parcours complet gratuitement directement sur la plateforme de formation en ligne dont le lien est dans la description. La certification Cisco CCNA est la porte d'entrée à toutes les personnes souhaitant faire carrière dans le monde de l'informatique IT. Même si le programme est très dense, cela vous permet d'avoir de bonnes fondations dans le réseau pour réussir tout type de certification IT. Dans ce cours, on va donc voir ce à quoi ressemble une bonne conception de réseau. Mais avant ça, on va d'abord commencer par voir ce qu'est une mauvaise conception. Votre but est de devenir un administrateur réseau et vous serez amené à avoir de mauvaises architectures réseau. Votre travail consiste donc à identifier les problèmes et apporter des solutions pour renforcer la sécurité. Pour voir un exemple d'une mauvaise conception réseau, eh bien vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Vous avez juste à regarder directement chez vous. Et je ne plaisante pas, le réseau domestique est un bon exemple d'une mauvaise conception. Alors peut-être que certains d'entre vous ont une conception différente chez soi. C'est pourquoi n'hésitez pas à laisser en commentaire l'infrastructure réseau que vous avez dans votre domicile, je serais curieux de voir un peu les différents équipements que vous utilisez. Si vous avez une société et que vous installiez le même type de réseau qu'à votre domicile, eh bien cela pourrait avoir des conséquences sur la durée de vie de votre propre entreprise. Malheureusement, beaucoup d'entreprises, à leur démarrage, conçoivent leur réseau comme à la maison pour des raisons économiques. On va donc voir à quoi ressemble une mauvaise conception réseau. Admettons que je souhaite héberger mon propre serveur web pour le site formip.com et que je confie la tâche à un débutant. Alors on ne va pas partir sur une box internet qui comprend à la fois un modem, un switch, un routeur et un point d'accès sans fil. Pour bien illustrer la topologie, on va plutôt dissocier chaque élément. On se retrouve donc avec un routeur qui se connecte à un switch. Pour une petite entreprise, ça suffit amplement, car les PC viendront se connecter sur le switch. On y ajoute un point d'accès sans fil pour donner du Wi-Fi aux invités, et on va mettre un serveur web pour héberger le site formip.com. Maintenant, imaginons que le switch n'a que 24 ports et que l'ensemble des ports sont déjà utilisés, alors que j'ai d'autres équipements à ajouter. Comment faire pour ajouter plus d'ordinateurs et de serveurs ? C'est là qu'une personne mal formée au réseau risquerait de se tromper sur le dimensionnement du réseau. Pour ajouter d'autres équipements, il va simplement ajouter un nouveau switch qui sera raccordé à l'existant. Et si l'entreprise grandit encore, eh bien il reproduira la même logique en ajoutant de nouveaux switches raccordés sur le dernier ajouté. Je ne sais pas vous, mais ce type d'architecture peut donner des frissons dans le dos. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'admin réseau qui conçoit ce type de topologie ne partira pas en vacances l'esprit tranquille. Alors vu comme ça marche, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais que se passerait-il si le câble entre le switch 1 et 2 venait à se déconnecter ? Eh bien non seulement le switch 2 tombera, c'est-à-dire qu'il sera inaccessible, mais en plus, il emmènera dans sa chute le switch 3, alors que lui, il n'a rien demandé. Tous les équipements raccordés sur les switches 2 et 3 n'auront plus accès au réseau si le câble entre le switch 1 et 2 venait à être coupé. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de l'informatique, un point unique de défaillance. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un point dont le reste du système est dépendant et où une panne entraînerait l'arrêt complet du système. Ces 3 points sont donc des points uniques de défaillance. Si un des points tombe, eh bien la plupart de vos équipements tombent en panne. Alors si c'est un réseau domestique, à la limite, ce n'est pas très grave d'avoir une panne, car au pire des cas, on loupe un épisode de Netflix ou une vidéo YouTube. Mais beaucoup de petites entreprises aujourd'hui fonctionnent encore avec ce type d'architecture. Et là, ce n'est pas la même donne, car une panne réseau pourrait mettre de nombreux salariés au chômage technique.
Ce qui serait bien évidemment une grosse perte pour l'entreprise, car le temps, c'est de l'argent. Si je vous montre ça, c'est pour que le jour où vous voyez ce type de conception réseau, eh bien que vous puissiez expliquer pourquoi c'est stupide et dangereux. Alors maintenant, on va voir comment améliorer cette topologie pour faire diminuer le risque de panne. Par exemple, on pourrait déjà commencer par ajouter un deuxième lien entre les switches 1 et 2, puis sur les switches 2 et 3. Ce qui est déjà mieux qu'avant. Mais que se passerait-il si le switch 2 venait à tomber carrément en panne? Eh bien, on se retrouverait dans la même situation que si c'est le câble qui tombe. C'est pourquoi on va voir dans ce cours deux concepts d'architecture réseau permettant d'avoir ce qu'on appelle de la redondance. Ce mot, vous l'entendrez souvent si vous parlez d'architecture réseau. La redondance permet de supprimer les points uniques de défaillance, ce qui permet d'avoir une continuité de service si un câble ou un équipement venait à tomber en panne, ce qui peut arriver. Donc vous l'aurez compris, connecter des switches en cascade n'est pas une bonne conception réseau. Au lieu d'une connexion série, on peut simplement connecter l'ensemble des switches au routeur, comme ceci. Si vous avez déjà fait de l'électricité, eh bien c'est la même logique que les ampoules. Mieux vaut les câbler en parallèle plutôt qu'en série. Ce type de topologie est donc beaucoup mieux que la première. Mais ce n'est pas l'idéal non plus. Par exemple, si nous avons des PC derrière les switches, eh bien il n'y aurait aucun souci pour aller vers Internet, parce qu'ils passeront par le routeur. Le routeur convient parfaitement pour bosser à la couche 3, c'est-à-dire avec les adresses IP. Mais les PC ne parlent pas seulement avec Internet, c'est-à-dire qu'ils ont aussi besoin de communiquer entre eux sur le même réseau. Et là le routeur, gérer les adresses MAC, ce n'est pas trop son truc. La solution serait donc un autre switch, mais pas n'importe lequel. Il faudrait un switch qu'on appelle un switch multicouche, qu'on peut aussi appeler un commutateur de couche 3. On sait que les switches traitent les adresses MAC de couche 2 et que les routeurs travaillent avec les adresses IP de couche 3. Alors qu'est-ce qu'un commutateur de couche 3? Eh bien en fait, c'est un switch qui peut gérer aussi bien les adresses MAC de couche 2 que les adresses IP de couche 3. Non seulement ce type d'équipement gère plus de choses, mais en plus, il le fait encore plus rapidement. C'est donc cet appareil qui se connectera directement sur le routeur. De cette façon, la conception est meilleure car admettons que le premier switch tombe en panne, ou bien que ce soit le câble qui se déconnecte, eh bien les autres équipements des autres switches pourront toujours accéder au réseau et à Internet. Bon, même si c'est mieux, nous avons toujours un point unique de défaillance, qui se trouve ici. On reviendra plus tard sur ce point, car plus on ajoute de liens ou d'équipements, et plus ça coûte cher à l'entreprise. Le type d'architecture que nous avons ici est un système à deux niveaux. Voici le premier niveau, et voici le deuxième niveau. Le premier niveau se fait appeler la couche d'accès. C'est la couche qui donne accès au réseau à nos équipements finaux, comme les PC et serveurs. Juste au-dessus, le deuxième niveau se fait appeler la couche de distribution ou même la couche d'agrégation. Le commutateur de couche 3 fait donc partie de la couche de distribution parce que son travail est de distribuer tous les paquets et toutes les trames à travers le réseau. Tout le monde devra donc passer par le commutateur de couche 3 pour communiquer. Si le PC veut parler avec le serveur web, il passera par le switch pour arriver à la couche de distribution et retournera à la couche d'accès vers le serveur. S'il veut maintenant accéder à Internet, il montera à la couche de distribution et ira vers le routeur. Cette topologie représente une architecture à deux niveaux. Comme vous le voyez, quoi qu'il arrive, tout passe par le commutateur de couche 3. Comme cet équipement doit gérer un certain nombre de paquets, ça doit être un monstre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un switch avec 8 ports ne sera pas aussi imposant qu'un commutateur de couche 3 sur lequel un bon nombre de responsabilités reposent sur lui. L'équipement de la couche de distribution doit donc être bien dimensionné, c'est-à-dire avoir une puissance adéquate en fonction de l'architecture réseau. Et comme pour les PC, eh bien il devra avoir des composants assez coûteux pour le rendre plus rapide. Vous connaissez déjà à quoi ressemble un switch de la couche d'accès. Maintenant, les commutateurs de la couche de distribution sont beaucoup plus massifs et imposants. Pour le vérifier, on va se rendre directement sur le site de Cisco. Ici, on a une liste de commutateurs qui pourraient très bien convenir à la couche de distribution.
Après, tout dépend des besoins et budgets. Par exemple ici, on a le catalyste Cisco 3850 qui dispose d'un fond de panier pouvant aller jusqu'à 480 gigabits par seconde, ce qui est énorme. Après, si vous avez besoin de plus de débit, il y a le catalyste Cisco 6005, qui lui peut atteindre des vitesses allant jusqu'à plus de 11 téraoctets par seconde, ou terabits par seconde. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des équipements sont des monstres. Ce sont de grosses machines vachement imposantes. On va maintenant revenir sur notre topologie. Comme on vient de le voir, la couche de distribution a une grande responsabilité dans le réseau car elle est capable de gérer les agrégations de liens, le routage inter-VLAN, les listes d'accès, les fameuses ACL, les règles de routage au niveau de la sécurité, mais aussi la redondance du prochain saut. Alors ne vous inquiétez surtout pas de toutes ces expressions car nous le verrons plus en détail dans la suite du programme CCNA Fast. Il y a un niveau qu'on n'a pas encore vu qui est la couche centrale, ou la couche core en anglais. En fait, la couche de distribution n'est que l'intermédiaire entre la couche d'accès et la couche centrale. Il y a donc un troisième niveau. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une architecture réseau sur 3 niveaux. Pour comprendre l'intérêt d'utiliser ce type de conception, on va revenir sur notre architecture à 2 niveaux. Sur la couche de distribution, nous avons un point unique de défaillance qui est notre commutateur de couche 3. On va donc le dupliquer et même en profiter pour ajouter de nouveaux liens de redondance vers les switches de la couche d'accès. Et bien sûr, on va connecter notre switch au routeur et ajouter 2 liens entre ces 2 grosses machines. Et il ne nous reste plus qu'à dupliquer le routeur du haut pour ajouter encore plus de sécurité et sans oublier de redonder les liens vers ce dernier. On a donc dupliqué le commutateur de couche 3 ainsi que le routeur et également l'ensemble des liens de notre architecture à 2 niveaux. Alors tout ça c'est bien beau, mais le problème c'est que ça coûte très cher. Car le prix de ces commutateurs de couche 3 peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de la taille de l'entreprise. Et c'est pareil pour les routeurs. Avoir une bonne infrastructure réseau demande donc un sacré investissement. Et c'est aussi pour ça que les admins réseau gagnent beaucoup d'argent. On va maintenant passer à une architecture sur 3 niveaux. Admettons que la petite entreprise grandisse et que les nouveaux salariés sont répartis dans plusieurs bâtiments. Nous voilà donc avec 3 bâtiments qu'il faut relier ensemble pour avoir un réseau. Pour ça, je vais donc devoir connecter les switches multicouches ensemble. Ensuite, pour plus de sécurité, on va créer une redondance en ajoutant des liens. Bon, c'est un peu le bordel, mais nous avons une topologie sécurisée. À chaque fois que l'entreprise grandit et ajoute des bâtiments, il faudra donc suivre cette même méthodologie pour avoir du réseau entre les différents bâtiments. Je ne sais pas vous, mais perso, je n'aimerais pas bosser comme un admin dans cette entreprise. Car dans cet état, les commutateurs de couche 3 commencent à manquer de ports pour continuer de grandir. C'est là qu'intervient donc l'architecture à 3 niveaux. On va repartir de zéro, c'est-à-dire avec un seul bâtiment. On va déplacer nos cœurs réseau plus haut et ajouter un gros switch de couche 3. Ce switch sera le plus gros et le plus puissant de la topologie. On peut le voir comme le papa du bâtiment. Il pourra gérer l'ensemble du trafic comme le fait si bien le papa avec des petits monstres. Ce sera donc le commutateur principal qui fera partie du 3e niveau, la couche centrale, ou la couche core en anglais. La couche de distribution vient donc se connecter à ce 3e niveau. Et l'idéal est même de dupliquer ce gros switch pour avoir plus de sécurité. On peut le voir comme le parrain de la topologie. On va ensuite les connecter sur les autres switches du niveau inférieur et aussi les connecter au routeur du haut. Ce 3e niveau est vraiment l'épine dorsale du réseau. Tout repose sur lui. C'est une grosse machine capable de traiter une tonne de trafic. On peut le comparer à un bodybuilder qui pousse des charges lourdes à la salle. Eh bien, les équipements de la couche centrale sont capables de gérer beaucoup plus de poids que ceux des couches 1 et 2. De cette façon, on va dire que la conception du réseau est mieux répartie. Alors, dans une topologie sur 2 niveaux, eh bien, le 3e niveau existe quand même. Sauf que ce sont les équipements de la couche de distribution qui doivent porter la charge du niveau 3. Ce qui leur est difficile sans avoir recours à des stimulants. D'ailleurs, quand c'est le niveau 2 qui porte la charge du 3e niveau, on appelle ce niveau un modèle central effondré. C'est-à-dire que les fonctions du noyau ont été regroupées dans la couche de distribution. C'est elle qui prendra en charge tout un tas d'opérations
comme le routage inter-VLAN ou bien la gestion des listes d'accès, les ACL. Et en plus de gérer ça, la couche de distribution portera toute la responsabilité du réseau. Les équipements réseau à ce niveau devront être des monstres pour supporter toute cette charge. Et bien souvent, il arrive qu'avec tout ce poids, le réseau s'effondre. J'en ai qu'un sur le banc, notre faut que le young. T'es prêt? T'es pas dans le cuisine, pas dans les games, tu n'es dans l'écran, pas t'es mort. Aide-moi! C'est pour ça que ce type de topologie se fait appeler Collapsed Core Layer. En français, ça se traduit par modèle central effondré. En gros, le réseau a plus de chances de s'effondrer quand il est sur 2 niveaux que sur 3. On va maintenant reprendre et continuer notre topologie en se basant sur un modèle à 3 niveaux. La couche centrale est donc le cœur de l'infrastructure. L'idée ici est de connecter l'ensemble des bâtiments au niveau 3. Pour bien comprendre, voici une topologie sur 2 niveaux. On voit clairement qu'il n'y a pas d'équipement central, ce qui rend l'infrastructure pas très évolutive et trop complexe à gérer. Et voici une autre sur 3 niveaux, ce qui est beaucoup plus propre. Nous avons bien les 3 niveaux, le niveau central au milieu et les niveaux 1 et 2 dans les bâtiments. Avant de terminer le cours, on va retourner sur le site de Cisco pour voir les équipements réseau pouvant convenir à la couche centrale, la couche core. La plus grosse machine est le Catalyst 9600. C'est un vrai monstre qui est entièrement modulable, c'est-à-dire que vous pouvez y rajouter des fonctionnalités. C'est un équipement complètement redondant et très rapide. Son fond de panier peut atteindre des vitesses de 25 terabits par seconde, ce qui est énorme. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser, ou même plutôt un petit devoir. Une bonne partie d'entre vous travaillez dans le service informatique d'une entreprise. Eh bien, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de découvrir quel type de modèle réseau vous avez. Est-ce que c'est sur 2 ou 3 niveaux? Ou même un autre niveau qu'on n'aurait pas vu, je ne sais pas. Mettez-moi tout ça dans vos commentaires et je serai curieux de voir vos réponses. Cela peut être amusant de voir le design réseau de chacun d'entre vous. Et c'est la fin du cours sur l'architecture réseau de niveau 2 et 3. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mitrailler le bouton like et à vous abonner pour ne rien rater de la formation gratuite sur le programme CCNA. Et si vous avez des questions ou besoin d'aide, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le cours CCNA Fast en vous inscrivant gratuitement sur la plateforme de formation en ligne Formip. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.